Salut, je m'appelle Cédric Dussault, je suis journaliste à Télé-Soleil. Le 28 octobre, c'était le lancement du lab Nourrir notre monde. C'est un projet de 800 000 $ qui vise à créer des infrastructures pour favoriser l'autonomie alimentaire de la Haute-Gaspésie. Vous avez peut-être vu mon reportage sur la question. Dans le reportage, on entendait Mireille Jalbert, qui est agente de mobilisation pour le lab Nourrir notre monde. Mais il y avait beaucoup plus de choses à dire sur le lab que ce qu'on entendait dans le reportage. Donc, avec Mireille, on a pris le temps d'en jaser. Bon, je suis avec Mireille Jalbert, qui est agente de mobilisation pour le lab Nourrir notre monde en Haute-Gaspésie. Merci de me recevoir. Bien, merci d'être ici, Mireille. Pour commencer, Mireille, qu'est-ce que l'autonomie alimentaire? L'autonomie alimentaire, en fait, c'est l'idée de viser un accès à une nourriture saine, de qualité, en quantité suffisante, à proximité de chez soi, puis qu'on peut se procurer de façon digne. Donc, on a une capacité d'achat qui nous permet de faire des choix dignes pour nous. Mais ça va au-delà. L'autonomie alimentaire, c'est aussi l'idée qu'on doit se prendre individuellement et collectivement en charge pour en arriver à ce que tout le monde ait cet accès-là à l'alimentation. C'est aussi une question de respect, donc respect du vivant, de la nature, de l'environnement pour être en mesure d'avoir des bons impacts positifs ou en tout cas de réduire les impacts négatifs le plus possible quand on produit ou on transforme ou on distribue l'alimentation, les produits de l'alimentation. Donc, ça implique tout un processus de prise en charge par et pour les gens, les consommateurs. À travers ça, c'est quoi la mission en fait de Nourrir notre monde en Haute-Gaspésie? Bien, Nourrir notre monde, en fait, à la base, c'est vraiment un mouvement collectif là, qui déborde de notre territoire. C'est un mouvement qui a déjà plusieurs années d'existence puis qui va viser à faciliter, favoriser cet accès-là à une saine alimentation durable, saine, solidaire. Puis, ils vont utiliser différents moyens, notamment en travaillant sur le réseautage de la terre aux consommateurs, en travaillant sur le fait d'outiller, d'informer les gens sur les différents enjeux d'autonomie alimentaire pour être capable de se prononcer et d'agir en lien avec ça. Et en Haute-Gaspésie, depuis tout récemment, on s'est doté d'un organisme géré par ses membres pour porter cette mission-là sur le territoire. Et sa mission spécifique, c'est vraiment d'initier, soutenir, promouvoir les initiatives locales et régionales qui vont permettre d'arriver à une autonomie alimentaire au niveau de l'ensemble de la MRC. Et puis, comment est-ce que le lab Nourrir notre monde s'inscrit là-dedans? Le lab Nourrir notre monde, en fait, c'est un projet d'innovation sociale qui, à la base, est déposé par la MRC, mais qui est déployé par Nourrir notre monde. C'est un projet qui va viser à déployer des projets d'infrastructure agroalimentaire par un processus d'accompagnement des communautés. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'équipe est sur le terrain avec la population, en concertation avec les municipalités, pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on a comme besoin au niveau de l'alimentation pour être plus autonome chez nous, pour produire plus, pour mieux transformer, pour mieux conserver des aliments frais et locaux. Et donc, c'est la population avec les acteurs locaux et municipaux qui vont venir décider de leur solution, finalement, vraiment enracinée dans les différentes localités. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un projet à déposer? Les citoyens peuvent déposer un projet? Puis comment est-ce que les projets sont choisis aussi? Faut pas le comprendre comme une idée de dépôt de projet. En réalité, la façon de fonctionner, c'est vraiment une grande consultation populaire. Nous, comme équipe au lab, on a vraiment la préoccupation de donner une voix à tous et toutes dans chacune des localités de Capucin jusqu'à Rivière-Madeleine. Présentement, on est dans l'étape vraiment de co-création des projets. Donc, on va à la rencontre de la population.
Notre premier outil privilégié à l'heure actuelle, c'est une carte postale. Ouais. J'aurais aimé t'en montrer un exemple, on fera ça tout à l'heure. On va en montrer à l'image. Regardez ça à l'écran. Donc, c'est une carte postale sur laquelle on demande aux gens d'inscrire leurs coordonnées, leur municipalité ou leur localité d'attache. Ouais. Et il y a différents pictogrammes de projets possibles à mettre en branle qui pourraient être assembleurs et qui pourraient favoriser une meilleure alimentation au niveau local, meilleure autonomie pour cette alimentation-là. On a par exemple un poulailler local, un poulailler, je veux dire, communautaire, un caveau à légumes, une serre solaire passive, par exemple. Tout ça sont des idées déjà proposées. On peut voter pour ou donner son appui à l'une ou l'autre ou plusieurs de ces idées-là. Mais on veut vraiment faire la place aussi aux idées originales des gens qui connaissent leur milieu, qui ont des idées, qui ont des savoir-faire. Donc, sur la carte, il y a aussi un espace blanc fait pour ça. On ramasse toutes ces cartes-là, donc vous allez les trouver dans les marchés d'alimentation dans vos différentes municipalités. Vous allez pouvoir aller chercher vos cartes, les remplir, les déposer à cet endroit-là. C'est des chaudières d'érablières, donc c'est facile à reconnaître. Au 27 novembre, nous, on récolte tout ça. 27 novembre, OK. C'est du 2 au 27 novembre, la période de consultation, la première période de consultation. Parce qu'il y en aura d'autres. C'est vraiment un processus d'aller-retour. Donc, une fois qu'on a toutes ces premières idées-là qui ont été partagées par la population, nous, on va s'assurer de faire une première analyse des idées et ramener à la population les idées qui leur semblent les plus porteuses, les plus prometteuses. Okay. Et à partir de là, on va vraiment vouloir entendre les gens sur davantage de détails. Par exemple, si dans un lieu, on dit, ben nous, on aimerait ça avoir une serre pour être en mesure de produire nos propres semis puis favoriser le fait qu'il y ait plusieurs petits jardins, ben peut-être qu'il y a une serre qui est sous-utilisée qui pourrait être prêtée pour ces fonctions-là. Est-ce qu'il y a un dédoublement de serre qui pourrait se faire, mais sur quel terrain? Donc, on va vouloir aller chercher les savoirs des gens sur place. Okay. Et suite à ça, ben, il y a notre comité de pilotage qui, lui, est notre comité responsable de la vision globale du projet, de s'assurer des conditions gagnantes pour chacun des projets qui sera proposé dans les municipalités. Donc, à partir de ces conditions gagnantes-là, ils vont donner leurs recommandations aux citoyens de chacune des municipalités. Et avec ces recommandations-là, on aura des comités citoyens qui seront mis sur pied pour vraiment réfléchir la mécanique, la mise en œuvre, la logistique du projet qui aura été présélectionné. Et c'est le même comité citoyen accompagné par un agent de mobilisation de l'équipe du Lab et en collaboration avec les élus municipaux locaux qui pourront vraiment mettre en œuvre, réaliser les projets qu'ils auront choisis entre eux finalement. OK. Dans le projet aussi, en fait, dans l'ensemble du financement, c'est un projet de 800 000 Sur ces 800 000 $-là, il y a 619 000 qui viennent du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Dans ce projet-là, il y a un volet aussi lutte au changement climatique. En quoi est-ce que le Lab puis les initiatives du Lab vont s'inscrire dans la lutte au changement climatique? Oui, bien, en fait, on est très content d'avoir réussi à obtenir ce financement-là. On pense que ce sera structurant pour l'ensemble de la région. En quoi l'autonomie alimentaire est liée à la lutte au changement climatique? C'est quand on regarde notre assiette, la majorité de ce qu'on consomme vient pas d'ici. Et donc, sur un territoire où on a une seule route principale d'accès, c'est évident que quand la route est coupée parce qu'il y a eu des déferlantes qui ont endommagé la chaussée, par exemple, eh bien, on est privé des circuits de distribution qui acheminent l'alimentation à nos marchés locaux, à nos épiceries, à nos dépanneurs. Donc, on se retrouve avec des tablettes vides ou à peu près pendant certaines périodes. On l'a vu d'ailleurs dans le contexte de la pandémie, ça a comme accentué cette difficulté-là dans la distribution. Puis nous, on est au bout de la chaîne. Donc, l'idée en quoi les changements climatiques influence notre capacité à bien s'alimenter ici en Gaspésie, bien c'est ça, c'est qu'en fait
Notre bord côtier est vraiment fragile par rapport à l'érosion, par rapport à l'augmentation du niveau de la mer. Puis on a beau penser que c'est dans longtemps que ça va agir, ça agit déjà présentement. Il n'y a pas un hiver, depuis que je suis installée sur le territoire, où on n'a pas vu à certains moments la route coupée. Bien, c'est ça, ça a des effets à ce niveau-là. Puis au-delà de ça, bien, effectivement, qu'on peut penser si on produit ici les légumes, les herbes, les céréales, la viande qu'on consomme, bien, on évite tout le transport depuis le point de production jusque dans notre assiette. Donc, on vient en réduisant cette chaîne-là sur la distance parcourue par l'aliment, on vient réduire les gaz d'émissions. Les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, voilà, les GES. Je voulais pas utiliser, on est habitué en acronyme, hein? Ouais. Mais donc on vient réduire l'impact néfaste sur l'environnement à la base même, donc en produisant tout près de chez nous, en réduisant les circuits. Donc c'est pour ça qu'on favorise l'alimentation de proximité et toute la... Voilà, les circuits courts pour réussir à faire attention à l'environnement tout en mangeant mieux tout au long de l'année. Ouais. Puis, est-ce que, là, c'est une question qui me vient comme ça, là. Est-ce que il y a différentes définitions de qu'est-ce qu'un désert alimentaire? Est-ce que tu qualifierais, ici, on est à Mont-Louis, par exemple, est-ce que tu qualifierais ici la région de la Haute-Gaspésie, mais plus spécifiquement peut-être comme Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis, Gros-Morne, Lance-Pleureuse, comme un désert alimentaire? Il y a vraiment des... c'est pas juste à mon avis, là. Il y a vraiment des études qui ont été faites. Puis d'ailleurs, la première tournée de Nourrir notre monde, à l'époque où c'était un chantier lié à la démarche intégrée en développement social, avant de devenir une organisation indépendante, en fait, avait porté sur cette réflexion-là. Donc, du constat que oui, nous vivions pour la plupart des localités de la MRC de la Haute-Gaspésie dans des déserts alimentaires. Il y avait donc des besoins criants de diversifier les sources, les lieux d'approvisionnement, la quantité et la qualité des aliments offerts, aussi des aliments frais. Donc voilà, oui, c'est déjà un constat qui a été fait, là, puis qui a mené éventuellement à la suite et à l'engouement pour les projets de Nourrir notre monde. OK. Là, tu vas m'excuser, il faut que je retourne mes feuilles. On va couper cette bout-là. Prends une petite gorgée. Oui, je te... comment est-ce que le Lab s'inscrit dans la communauté ici? Comment est-ce que, en fait, ça s'appuie sur les initiatives citoyennes? Puis est-ce que vous voyez le Lab aussi comme un outil de développement social? Tout à fait. En fait, le développement social puis le développement communautaire, c'est vraiment basé sur l'idée que c'est la population qui, en concertation avec les instances publiques, se mettent ensemble pour dynamiser leur milieu puis répondre au mieux à leurs besoins. Puis c'est vraiment à la base de comment est constitué le projet du Lab. Donc, l'idée, c'est que c'est pas l'équipe du Lab qui a déjà toutes les idées de ce qui doit être fait dans les localités. Nous, notre expertise, c'est d'être capable d'aller vers vous, de structurer une démarche pour être capable de vous donner la parole, autant à la population qu'aux acteurs du système agroalimentaire déjà présents, qu'aux élus qui ont d'autres moyens d'influence puis de capacité d'action pour que, ensemble, en croisant nos savoirs, on soit capable de se donner des solutions viables pour en arriver à plus de souveraineté alimentaire. Donc, oui, concrètement, parce qu'on implique l'ensemble des acteurs depuis même le début. Donc, on est dans la phase présentement d'idéation. On rêve les possibles, mais aussi les gens seront impliqués dans la phase de réalisation, de mise en œuvre et pour la pérennité des projets. Tout à fait. Aussi, justement, ça s'inscrit un peu dans la même idée, mais ultimement, en fait, l'objectif du Lab, c'est de réaliser des infrastructures nourricières. C'est sûr, il y a les infrastructures nourricières, mais il y a aussi les connaissances qui doivent être développées pour être capable de servir ces infrastructures nourricières-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a dans le projet du Lab lui-même un volet qui est lié
à l'éducation ou comment est-ce que ça s'inscrit aussi dans la démarche de Nourrir notre monde puis dans d'autres projets connexes en Haute-Gaspésie? En fait, c'est vraiment déjà à la base, dans notre principe d'autonomie alimentaire qu'on vise, il y a cet élément-là essentiel. Ça doit passer par le fait d'informer et outiller la population, qu'elle puisse se prononcer sur les enjeux alimentaires et pouvoir influencer les décisions qui la concernent en lien avec ces enjeux-là. Donc, nous, en fait, à travers le lab, déjà, le fait d'aller consulter la population, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'ils connaissent de ce qui a déjà été fait sur le territoire, puis qui pourrait valoir de se réapproprier comme savoir, parce que c'est encore intéressant pour bien manger chez nous, ici. On parle notamment du séchage de poissons, ça en est un exemple parmi d'autres, là, mais comment on conserve à travers un caveau, etc. C'est aussi l'idée que à travers l'implication à toutes les étapes, il y a tous ces apprentissages-là qui vont être faits par l'expérimentation. Donc, on vise la réappropriation de savoirs anciens, mais aussi l'expérimentation de nouvelles technologies pour les infrastructures, donc que ce soit serre solaire passive, que ce soit géothermie, donc utiliser la chaleur ou la fraîcheur du sol pour être capable de travailler sur la température des infrastructures pour favoriser les meilleures récoltes, etc. À travers ces expérimentations-là, en étant partie prenante, évidemment, on apprend. Et là où on a vraiment misé encore plus précisément pour l'éducation, c'est qu'il y a vraiment des outils de transfert qui ont été réfléchis. Donc, éventuellement, chacun des projets d'infrastructure locale qui aura été réalisé pourra faire partie d'un circuit de balado découverte, donc avec présentation de l'infrastructure, son usage, son utilité, etc. Il y aura fiche technique, donc c'est quoi les plans de vie, c'est quoi les coûts de construction. Quelqu'un qui, dans une autre province, dans une autre localité, dit « Hey, wow, c'est donc intéressant ce projet-là », pourra regarder la fiche technique et se dire « Est-ce qu'on a ce qu'il faut chez nous pour faire ça? De quoi on a besoin? » Donc, il y aura vraiment une documentation de nos apprentissages, de nos expérimentations, une diffusion de ça à travers des outils de qualité. Et finalement, il y a un cinéaste, Moïse Marcouchabat, qui sera présent dans les différentes étapes de réalisation aussi avec les comités citoyens pour documenter par des capsules vidéo ce qu'on aura expérimenté à travers le lab ou différentes étapes. Ouais. Tu parlais aussi des savoirs, de se réapproprier les savoirs anciens. C'est sûr, dans les dernières décennies, il y a peut-être eu une rupture là, dans la transmission des connaissances au niveau agroalimentaire. Il y a un volet que j'ai vu aussi dans le projet qui était en fait de documenter le patrimoine ici agroalimentaire. Peux-tu me parler un peu de ça? Oui, oui, en fait, la Haute-Gaspésie a déjà eu un passé où il y avait énormément d'autonomie alimentaire. Les gens, par subsistance, faisaient par eux-mêmes, s'organisaient en famille, s'organisaient en collectivité. Ça a vraiment été quelque chose de très présent. Autant dans les mémoires, ça a été une période qui a pu être difficile, rude, de vaches maigres. Autant quand on va vers les gens, on entend beaucoup de fierté, beaucoup de sentiments d'appartenance à ce qui a été comme façon de faire familiale et collective. Et on est parti de là, en fait, pour lancer la consultation. Il y a d'abord un appel à la population qui a été fait pour rassembler des photos qui montraient les savoirs anciens, les façons de fonctionner. Donc, on a reçu énormément de clichés très parlants sur les pêches, comment les poissons étaient énormes, comment ils s'assuraient de les faire sécher, sur comment ils faisaient les foins ensemble avec le cheval. Sur les jardins collectifs qui utilisaient des parties de territoire qui maintenant sont bétonnées. Donc, c'est sûr qu'on voit aussi comment ça joue sur l'habitation, l'aménagement du territoire. Et donc, il y a eu cet appel de clichés et de ça, on a concocté un petit vidéo qui sera en ligne prochainement.
c'était tous des champs à foin, puis à grains. Les packages, on gardait tout ça proche des maisons. Dans ce temps-là, c'était des barres. Il arrivait de la morue. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, puis la morue mesurait proche 4 pieds de long. Donc voilà, puis ça sera disponible aussi, les albums photos sur notre page Facebook Nourrir notre monde Haute-Gaspésie également. C'était pas mal ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Quelque chose dont j'ai pas parlé puis que tu veux mentionner? Est-ce que tu as l'impression, est-ce que vous avez l'impression que c'était clair sur où se trouvent les cartes postales, la période pour les remplir? Oui, je pense que oui. Puis quand on l'a regardé, de toute façon, on va rajouter du visuel au travers. OK. Ça, à bout de foin, ça aurait été beau. Ouais, oui. Haute-Mireille, il y a des cartes postales qui sont actuellement dans les marchés d'alimentation. Donc, comment ça fonctionne? Jusqu'à quand les gens peuvent la remplir? Donc, pour cette première phase de consultation, les gens ont jusqu'au 27 novembre pour se présenter dans leur marché d'alimentation locale, saisir leur carte, la remplir en n'oubliant pas d'inscrire leurs coordonnées pour qu'on puisse retourner vers eux pour poser plus de questions sur leurs idées et juste à les déposer sur place. Nous, on va s'assurer de ramasser tout ça et de revenir vers la population pour une deuxième phase de consultation très prochainement. Parfait. C'est bon. Merci.